Bonjour à tous. On parle souvent de la vue comme quelque chose d'évident, quelque chose qu'on ne remet jamais en question. Mais pourtant, il y a des réalités différentes, puis parfois des réalités qu'on comprend vraiment mal ou qu'on croit comprendre peut-être aussi. Alors, c'est exactement ce qu'on fait ici à la série Balado Ivoire Clair. Je suis Nathalie Barrette, je suis voyante et j'essaie de mieux saisir cette réalité-là et vous de la faire découvrir. Ivoire Clair s'adresse autant aux personnes qui vivent avec une déficience visuelle qu'à celles qui souhaitent simplement en apprendre davantage. Et pour m'aider justement à y voir clair et vous aider à y voir clair, je suis accompagnée de Bianca Lucier-Dalpé, qui est spécialiste en réadaptation en déficience visuelle. Bonne écoute à tous. Salut Bianca, comment vas-tu? Ça va très bien, Nathalie. Une belle grande semaine, comme à chaque fois qu'on se voit. Ben oui, qu'est-ce que tu as fait cette semaine, toi? Beaucoup d'usagers, beaucoup de choses à apprendre, comme d'habitude, dans mon travail à l'Institut. Mais j'ai fait un petit quelque chose de spécial, qui est en fait une présentation à l'université sur la face cachée de la réadaptation. Ah! Mais t'as enseigné à l'université à un groupe de jeunes, pas qui ont des déficiences visuelles. Non, qui n'ont pas de déficiences visuelles, qui veulent devenir, comme moi, SRDV, c'est-à-dire spécialiste en réadaptation en déficience visuelle, ou SOM, cet acronyme-là, c'est spécialiste en orientation et mobilité. Même, il y a des optométristes, des fois, qui font les cours. Dans le fond, c'est l'école d'optométrie de l'Université de Montréal. Mm-hmm. Puis la présentation que je faisais, en fait, j'abordais la face cachée de la réadaptation, c'est-à-dire d'inviter les étudiants à se mettre dans la peau de quelqu'un qui a une déficience visuelle, de pas s'imaginer juste comme intervenant, moi je ferais ci, je ferais ça, mais si j'avais une déficience visuelle, comment je l'expliquerais? Qu'est-ce qui est des petites situations de handicap que je pourrais rencontrer que monsieur, madame, tout le monde n'imagine pas? Fait que c'est comme si je les invite à faire un petit voyage dans la déficience visuelle, mais d'un point de vue comme si on était à l'intérieur de la personne là, qui a une déficience visuelle. Fait que voilà, c'était mon petit truc spécial cette semaine. Ils ont été privilégiés de t'avoir comme conférencière. Si c'est bien chanceux. Bianca, aujourd'hui, on reçoit Mme France Durette. Il y a une femme pour qui le chemin n'a pas toujours été simple, qui est atteinte de rétinite pigmentaire. Elle a vu sa vision diminuer au fil des années, jusqu'à la perdre quasiment ou complètement, parce que tantôt, France me disait qu'elle voyait la lumière rouge devant nous. On va en reparler. Son parcours est marqué par des épreuves personnelles, beaucoup d'adaptations, mais à travers tout ça, France, elle a choisi d'avancer, de se relever et d'apprivoiser cette nouvelle réalité. Bianca, c'est quoi qu'est-ce que tu as à dire par rapport à la rétinite pigmentaire? Oui, je peux dire un petit mot. Oui. Puis on invitera ensuite France à nous expliquer comment elle le vit, puis voir si ça colle bien, là, parce que ça peut varier d'une personne à l'autre. Mais en fait, la rétinite pigmentaire, c'est une maladie qui touche la rétine. Mm-hmm. Puis ce que ça fait, ça peut survenir plus jeune ou plus tard dans la vie, ça dépend des personnes, mais l'idée, c'est d'avoir une perte des bâtonnets, qui sont les cellules qui vont permettre de voir le soir. Fait que les personnes, au début de la maladie, vont trouver ça difficile de voir la nuit. Souvent, ça commence à l'adolescence, mais ça peut être plus tôt ou plus tard. Mm-hmm. Puis tranquillement, le champ de vision, il rétrécit. Fait que c'est comme voir à travers, un rouleau de papier de toilette. Après, c'est comme voir à travers un rouleau de papier d'essuie-tout. Après, voir à travers un 2 $, un 25 sous, un 10 sous. Ça finit par une paille, par exemple. C'est ça, exact. Puis après, l'acuité peut baisser, mais les gens, par contre, ils gardent souvent de la vision en périphérie, mais extrême périphérie, comme des petits îlots qu'on appelle. Mm-hmm. Fait que des fois, c'est comme si, comment on le décrit souvent, c'est comme un beigne qui s'agrandit des deux côtés. Donc, on perd le centre et on perd comme la périphérie de plus en plus, mais il va rester des fois la capacité à identifier au plafond les lumières ou au sol certaines choses, là, mais c'est ça, de la périphérie très, très extrême. Fait que ça peut être surtout difficile pour les déplacements au début. Ouais. OK, merci. France, bonjour. Bonjour, mesdames. Comment ça va? Ça va très bien. Oui, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invitée. Ça me fait super plaisir. Donc, France, on l'a mentionné, vous êtes atteinte de rétinite pigmentaire. Vous, à quel moment, on s'est dit qu'on allait se tutoyer? France? C'est ce que je partais pour te dire. Je vais vous arrêter là toutes les deux, parce que
j'ai l'habitude de dire, vous, c'est ma mère. Oui, c'est ça. Hein? Et elle n'est pas avec nous aujourd'hui. Non, elle n'est pas avec nous aujourd'hui. OK. Alors, les gens qui vont m'écrire me dire, t'es impoli de tutoyer ton invité, ben non, c'est à la demande. C'est d'accord. Alors, France, donc, tu es atteinte de rétinite pigmentaire. À quel moment, toi, tu as réalisé que tu n'avais pas la même vision que les autres enfants, j'imagine, ou tu as eu un diagnostic? J'ai eu un diagnostic à l'âge d'environ 25 ans. Okay. Oh my God, OK. Ouais. Ce qui veut dire que j'ai fait l'école régulière. Okay. Je suis allée à l'université, tout ça. Bon, j'avais une vie avant le diagnostic, disons ça comme ça. Et j'ai perdu totalement la vue, comme tu dis, le champ de vision rétréci. Par contre, il faut dire qu'il y a 2 types, entre autres, les plus connus de rétinite pigmentaire. Un dont le champ central est affecté, ou un autre que c'est la périphérie qui est affectée. Oui. Moi, dans mon cas, je n'avais pas de périphérie. Donc, je voyais bien de face, ce qui m'a permis d'aller à l'école normale, parce que quand j'étais au primaire... était bonne, le voir au tableau, c'était possible. Voir au tableau, ça allait bien. J'avais un petit peu de myopie, mais avec des lunettes régulières, si on peut dire ainsi, avec quasiment pas de force dedans. Je pouvais voir à l'école au tableau. Par contre, jouer au ballon chasseur... Oui, j'imagine, le ballon devait disparaître. On s'entend que le ballon chasseur... Parce que là, je savais pas. J'ai découvert ça, j'avais 25 ans, mais à force de rétrospection... je réalise que, dans le fond, c'est de naissance. Oui. Que la rétinite pigmentaire, c'est pas une maladie qui arrive sur le fly comme ça. Non. Donc, c'est une maladie de naissance. Quand ma mère m'assoyait dans une balançoire d'enfant, puis qu'elle me poussait, je hurlais ma vie parce que j'avais l'impression qu'elle était pour me lancer en l'air. Mm-hmm. Mais ça, tu le sais pas. Tu sais, parce que tu n'as pas de point de comparaison. Tu peux pas dire, ben toi, tu vois comment... Puis, tu vois pas comme moi. Tu sais, t'as pas de point de comparaison quand t'es enfant. Tu peux pas expliquer. Surtout le fait de voir les détails. Je pense que les gens, ils vont dire, ben, elle arrive à lire, elle arrive à... Elle est peut-être maladroite. Hein? Des fois, ça passe c'est exactement ce que mes parents ont pensé. Parce que ma mère, elle me disait souvent, ben, on va chercher telle affaire. Puis là, je revenais, puis je disais, ben, maman, je l'ai pas trouvé. Puis elle a dit, voyons, ça se peut pas, viens avec moi. Puis elle a dit, regarde, c'est là. Mais là, elle se disait, ben, elle est partie jouer avec ses poupées, n'importe quoi. Elle était dans l'une ou peu importe. Fait qu'ils n'ont jamais pensé que j'avais un problème de vision. Mais donc, toi aussi, tu as toujours pensé que tu avais une vision normale. Oui. Mais puis quand tu arrives un peu plus âgée, adolescente, il n'y a pas une façon de comparer parce que tu dis, mes petites amies ne voient pas la même chose que moi. Exact. Bien là, quand j'ai voulu avoir des verres de contact, j'étais chez l'ophtalmo, puis là, j'étais à l'ophtalmo. J'ai dit, il faut que je te dise quelque chose. J'ai dit, on dirait que, je ne sais pas si c'est un manque d'attention, mais il y a une poubelle, je la vois pas, je trébuche dedans. Il y a une chaise, je l'accroche. Il y a quelque chose au sol, je le vois pas. Là, il me dit, OK, fais attention, puis la semaine prochaine, mais que tu reviennes chercher tes montures ou tes verres de contact, on va s'en reparler. Puis t'avais quel âge à ce moment-là, France? Autour de 25 ans. OK, 25 ans. Je ne me souviens plus exactement, mais c'est 25-27 ans. Mais toi, tu ne doutais pas plus que ça, vraiment juste comme un peu de la maladresse. Peut-être ça serait mes yeux. Oui. Là, j'ai dit, coudonc, je suis tannée de m'enfarger d'un fleur du tapis. Tu sais, il n'y avait pas de raison, là. Je sais que la porte du lave-vaisselle est ouverte. Pourquoi que je plonge par-dessus? Bien, pas forcément, je la vois pas, puis j'ai oublié qu'elle est ouverte. Oui. Fait que là, c'est tous des petits détails qui, à un moment donné, ont fait... Et après, j'ai fait une séance d'hypnose. Et puis, c'est là où j'ai découvert que la première fois que j'avais déboulé les escaliers, j'avais l'âge de 3 ans. Okay. Et on était allés chez la sœur de mon grand-père, en campagne, et il y avait un foyer, un poêle à bois dans le bas de l'escalier. Puis, les chambres étaient en haut. Puis, quand j'ai descendu, j'ai biding, badang, bang, boum, je me suis ramassé la tête sur le bord du poêle. Je m'en rappelle. Mais pourquoi là, j'ai dit, c'est pas compliqué. C'est pas la première fois que je déboule les marches parce que je vois pas les premières marches. Les montées, c'est une chose, mais les descentes, t'en manques une, tu te ramasses en bas. Donc, puis là, après, ils ont dit, quand t'étais enfant au ballon chasseur, ballon chasseur, je l'avais dans le front. J'étais la première morte, c'est sûr. Faire des pirouettes. Écoute, faire une pirouette, là, quand tu as ta pleine vision, te promener de gauche à droite, ça va bien. Mais quand tu as, mettons, on va dire, gros comme un 25 sous, le bord gauche puis le bord droit, on s'entend que c'est vite, là, ça va vite, le rapprochement entre les deux. Quand ça tourne, ça tourne beaucoup plus vite. Fait que là, j'étais malade. Je pouvais pas faire de pirouettes, faire des manèges.
Ça marchait pas. La quoi, tu as dit? De la neige? Les manèges. De la neige. Les manèges dans les parcs d'attractions. OK. Oublie ça, les manèges. Écoute. T'avais des nausées? Ah oui, j'étais carrément malade, puis je ressortais de là blanc-verte. Puis même adulte, j'allais avec ma filleule dans les manèges d'enfants. Puis je ressortais de là, écoute, les sueurs me coulaient sur le front. Je faisais la grande roue, mais la grande roue pour enfants. Seigneur. Les montagnes russes pour enfants, ça, oublie ça. Ça, j'étais malade, les montagnes russes. Puis là, eux autres, mes amis, puis ma filleule qui était beaucoup plus jeune, puis ses petits amis à elle, ils trouvaient ça bien drôle, tu sais. Hey, ma tante est malade parce que... Mais oui, ma tante est malade parce que... Mais je voyais assez pour me déplacer, mais... Puis le soir, c'était comment? Est-ce que ça a commencé à être difficile plus tôt? Le soir, ça, je m'en suis rendu compte parce que je conduisais. Ah, c'est ça, je me demandais. Oui, okay. Je conduisais. Et un soir, il y avait de la pluie. Et là, j'ai fait « Ah, je vois plus rien. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'arrive? » Fait que là, j'ai arrêté de conduire de soir. Avant 25 ans? Autour de 25 ans. Okay, en même temps, c'est tout à peu près dans le même temps. Là. Okay. Quand j'ai eu le diagnostic, j'ai arrêté de conduire de soir immédiatement. OK. Parce que je me disais, si je frappe quelqu'un, j'aurai la mort de quelqu'un sur ma conscience. On m'a pas enlevé mon permis de conduire parce que à l'époque, pour louer une voiture, ça te prenait un permis de conduire. Tu pouvais pas être propriétaire d'une voiture si tu n'avais pas de permis de conduire. OK. Fait que là, je disais, OK, je vais avoir une voiture, mais je vais prêter mes clés à quelqu'un puis dire, tiens, amène-moi quelque part, mais prends mon véhicule. OK. Fait que c'est pour ça qu'on m'a dit, OK, on va te laisser ton véhicule, mais sois pas assez folle d'aller conduire parce que si tu as un accident, on sera obligé de dire, oui, tu savais que tu n'avais pas le droit de conduire, là, tu seras dans l'eau bénite. Est-ce que ça a été difficile, ça, d'arrêter de conduire? Ça, là, j'écoutais tantôt. Ouais, ça, c'est tout un deuil. Je trouve que, on a dit que j'avais perdu la vue graduellement. C'est pire d'arrêter de conduire que de perdre totalement la vue. Ah oui? Oui, parce que là, tu deviens dépendant. C'est ça. Tu sais, dépendant du transport, dépendant de l'autobus, dépendant de quelqu'un, dépendant du taxi, peu importe le moyen, tu es dépendant de quelque chose et t'attends tout le temps. Est-ce que tu habitais à un endroit où il y avait du transport qui était développé ou... Il n'y avait pas de transport en commun, OK. Première affaire. Donc, il fallait se déplacer en taxi ou il fallait que j'aie Heureusement, j'avais de l'entourage pour m'aider à me déplacer. J'habitais sur la Rive-Nord. Okay, alors, c'était pas tellement développé à cette époque. Là, ça l'est maintenant, c'est beaucoup mieux, mais à l'époque, ça ne l'était pas. Donc, heureusement, j'ai eu de l'aide pour les déplacements, tout ça. Mais, ouais. Hey, j'ai une question alors que je veux revenir un peu dans le temps, France, parce que tu as parlé de ta jeunesse rapidement. Je me pose quand même quelques questions parce qu'on sait que pertinemment que les professeurs sont capables maintenant de remarquer quand un enfant a un peu plus de visibilité, problème de vision ou il les assoit plus près du pupitre. Donc, toi, tu dis que tu voyais quand même bien, mais tu n'as jamais eu à te faire dire par tes professeurs de travailler plus fort ou de t'acheter des lunettes ou ça j'ai commencé à porter des lunettes, j'étais jeune, je devais avoir 6-7 ans. OK. Parce qu'ils voyaient que je me plissais les yeux pour le tableau. OK. Fait que j'avais la myopie, mais pas un degré très élevé. Fait que la déficience visuelle, elle n'a pas posé de difficulté à l'école. À l'école, académiquement, plus dans la récréation. Académiquement parlant, non. Non, okay. Pas du tout. Parce que Bianca, est-ce que ça arrive souvent, justement, que les jeunes enfants ont des problèmes académiques quand on n'est pas capable de déceler aussi rapidement une déficience visuelle? Bien, j'ai de la difficulté à répondre de façon générale. Je pense qu'aujourd'hui, c'est plus dépisté qu'il y a quelques années. Par le passé, probablement. Tu sais, parce qu'on a reçu ici quelques personnes que, à l'école, ils s'en étaient pas rendus compte, tout ça. Je pense que c'est beaucoup moins fréquent aujourd'hui. Tu sais, il y a plus, systématiquement, il y a des optométristes qui vont dans les écoles maintenant. Oui. Fait que, tu sais, je pense que j'ose espérer qu'il y en a beaucoup moins qui passent à travers les mailles du système. Là, tu sais, fait que je pense, puis il y a peut-être plus de, comment je pourrais dire, les professeurs vont plus proposer des adaptations en collaboration, que ce soit avec les centres de réadaptation ou les enseignants conseils là, qui sont spécialisés en déficience visuelle et en pédagogie là, dans le système scolaire. Fait que, honnêtement, je crois que ça arrive moins. Je dis pas qu'il y en a on pas. On détecte plus rapidement. Mais je pense qu'on le détecte, oui. Je crois que c'est vrai ce que tu dis quand on est dans des grands centres, quand on est en région éloignée. Je pense que ça existe encore. C'est possible, Oui. Puis tu sais, il y a des... Je ne veux pas mettre le blâme sur personne, mais il y a des gens qui ne sont pas nécessairement tous ouverts
aux nouvelles adaptations, à la nouvelle technologie, à ces affaires-là. Il y a des gens qui sont beaucoup plus réticents, que ce soit pas des intervenants, mais des professeurs, du moins. Alors que, tu sais, ça se faisait comme ça dans le temps de ma mère, puis c'est encore bon aujourd'hui. Les gens disent, ben, tu sais, tout le monde le fait, fais-le donc, mais ils n'ont pas la mentalité de vouloir avancer un peu plus puis de vouloir dire, bien, il y aurait peut-être quelque chose d'autre de différent aujourd'hui qui serait plus accessible, plus adapté, puis plus aidant pour les personnes qui ont les enfants qui ont des problèmes visuels. Puis c'est sûr que les enfants, par rapport aux adultes, tu sais, quand tu es adulte puis que tu as un peu plus d'expérience de vie, tu sais quelle adaptation, quelle stratégie, quelle façon de faire te conviennent à toi. Mais quand tu es jeune, tu n'as pas trop ta place à dire, ben moi, je veux le faire comme ça, l'exercice. C'est plus facile pour moi de le faire comme ça. Tu sais, quand tu gagnes en âge, tu peux dire, ben moi, ça, c'est difficile, fait que je préfère le faire de telle façon, côté visuel, tu sais. Mais ça, c'est des fois quelque chose que je me dis qui est plus dur pour les jeunes parce qu'ils n'ont pas encore cette capacité-là, soit de l'exprimer, mais même d'y penser, tu sais. Fait que ça se peut que la façon du professeur, des fois, le professeur ne sait pas exactement comment il voit non plus. Fait que, justement, les personnes qui ont une déficience visuelle, ils doivent apprendre tranquillement à avoir un coffre à outils de stratégie, de petits trucs, puis à commencer à l'expliquer pour pouvoir dire, bien, dans tel contexte, moi, ça m'aiderait si telle chose, tu sais. Fait que c'est des défis de l'enfance, de l'adolescence, même de toute une vie. Hein? Absolument. Oui. Absolument. France, tu dis, dans la vingtaine, tu as appris pour la déficience visuelle. Tu avais commencé à avoir une vie de couple. Tu étais en couple à ce moment-là? Oui. Comment ça s'est déroulé, cette période-là? J'étais en couple. Parce que tu avais des enfants? Et j'avais mes 2 enfants. OK. Oui, j'ai 2 enfants. Oui, j'avais mes 2 enfants. Et quand on a découvert que j'avais une déficience, j'étais pour perdre la vue éventuellement. Mon conjoint a décidé que c'était pas pour lui. Avoir un aveugle, ben non, ça faisait pas partie de ses plans d'avoir un aveugle dans sa vie. Alors, on s'est séparés. Tout de suite, je vais faire ça là, après le diagnostic. Je vais faire ça assez court. Oui. Ah oui, OK. Oui. Et mon dernier enfant venait d'avoir 1 an à peu près. Ça n'a pas dû être une période facile. Pas simple. Mais heureusement, j'étais encadrée. J'ai mes parents qui étaient près de moi, puis j'avais des amis, tout ça. J'étais bien entourée. Heureusement, ça m'a grandement aidée d'ailleurs. Merci beaucoup d'ailleurs. On ne dira jamais merci assez à ses parents. Et les gens qui nous aident toujours. Et puis, c'est heureusement qu'il était là parce que sans ça, je ne sais pas qu'est-ce que j'aurais pu faire, comment j'aurais passé au travers parce que c'est pas simple. Là, tu dis, ben je conduis plus. J'ai 2 enfants de sexes différents et on fait des activités parascolaires. Par exemple, on va jouer au soccer. Ben, les garçons ne sont pas dans les mêmes équipes que les filles. Il y a quelques années de différence entre mes 2 enfants. Donc, ils se ramassent à 2 parcs différents la même journée. Ouais, tu fais comment pour te couper en 2? Ouais, c'est ça. Fait que c'est pas toujours simple, mais on y arrive. Okay. Mais quand vous avez... je me demandais, quand vous avez eu le diagnostic puis tout ça, j'ai tendance à revenir au vous. C'est pas grave. Vas-y, j'avais compris. Quand tu as eu le diagnostic... Merci. Quand tu as eu le diagnostic, puis là, bon, c'est ça, le conjoint s'est dit, moi, c'est pas la vie que je veux. Est-ce que toi... ce qui était plus difficile, c'était de s'adapter maintenant ou c'était d'imaginer le futur? Qu'est-ce qui était un défi? C'était-tu de dire, qu'est-ce qui m'attend? Ou c'était plus de dire, comment je m'arrange maintenant? Ben ouais, là, on prend le taureau par les cornes et puis on dit, attends, j'ai des enfants, je peux pas me permettre le loisir de m'asseoir dessus puis de pleurer ma vie. Puis il faut être dans l'action. Il faut que tu sois dans l'action parce que, premièrement, tes enfants, ils ont quoi comme modèle si toi, t'es pas là pour les aider? Puis ils ont besoin de moi. Là. Écoute, ils sont jeunes. Là. Ils ont, on va dire, 1 an, 2 ans, 2 ans et 4 ans. Alors, j'ai pas le temps de m'asseoir sur mon sort, puis pas le temps de penser à ça. Ça permet de rester dans le concret d'une certaine façon. J'ai pas le temps de penser à ça, puis j'ai pas le temps de m'asseoir dessus. Tu dis, ben gars, c'est du go-go au jour le jour, puis OK, bon, ben tu t'en vas à la prématernelle, puis on s'occupe, puis tu vas à la garderie, puis là, on fait des activités, puis tu t'occupes du train-train quotidien avec tes enfants. Pas le temps de m'asseoir dessus, puis de dire, hey, je vais perdre la vue, qu'est-ce que je vais faire? Ben là, tu dis, ben on traversera le pont rendu à la rivière. On veut surtout pas jamais être un boulet pour son enfant, là. Non. Non, tu veux que ton enfant soit fier de toi, tu veux que... fait que t'as pas eu le choix, tu t'es retroussé les manches, puis tu as dit, ben je suis maman.
Exact. C'est ce qui fait encore aujourd'hui, c'est ce qui me pousse encore aujourd'hui à faire toutes sortes de choses. Si j'ai été faire de l'escalade, je voyais pas du tout. Ben, ouais, je vois un peu les lumières. Tu as parlé tantôt de la lumière rouge. Je vois un peu la lumière, mais il faut qu'il y ait beaucoup de contraste pour que je puisse voir la lumière. J'ai dit qu'elle était rouge parce que par rapport à la lumière du plafond, c'était différent. Fait que j'ai pensé que c'était rouge. Ouais. C'est comme des hypothèses qu'on fait quand on voit pas bien. Parce que j'ai déjà vu les couleurs, ce que je ne vois plus maintenant, mais je vois bien que la lumière devant moi versus la lumière du plafond, la couleur est différente. Oui. OK, mais je prends pour acquis que c'est rouge, mais tu pourrais me dire, ben non, c'est orange ou c'est jaune. Ben, OK. C'était bien deviné. C'était bien deviné. C'est bien correct. Tu sais. Mais ouais, c'est ça. Puis les enfants, dans le fond, bon, on dit, eux, il fallait qu'ils s'adaptent aussi. J'imagine, le garçon, il y en avait un qui avait 1 an, puis l'autre, il avait quel âge? 4 ans. Mais ils n'ont pas découvert ça parce qu'à cette époque-là, j'avais pas de canne blanche, j'avais pas rien parce que je voyais encore suffisamment. J'ai eu une canne blanche seulement dans les années 2006 à peu près. C'est-à-dire quand toi et les enfants aviez quel âge? Mes enfants arrivaient à l'adolescence. OK. Oui, mon enfant le plus vieux était au début de l'adolescence. Ça a été un gros choc. Un gros choc de voir sa mère arriver avec une canne blanche. Je disais, wow, là, ma mère, elle a vraiment un handicap. Mais il faut spécifier, par exemple, tu disais, France, que tu avais commencé déjà à marcher un peu à tout petit pas. À tout petit pas, oui. C'est ça, parce que tu marchais un peu à tâtons, là. C'est ça. Puis quand on a fait... j'ai réalisé ça quand on avait montré à ma fille à porter un simulateur de basse vision et je l'ai vu marcher avec le simulateur de basse vision et c'est là que je me suis vue, moi. OK, oui. C'est ça que j'ai l'air. Elle marchait toute courbée, puis elle faisait la moitié de sa longueur de soulier. Puis là, j'ai fait, c'est exactement comme ça que je marche. C'est une prise de conscience, Moi, avoir eu une canne blanche, les gens se disent « Mon Dieu, on a été réticents à avoir une canne blanche entre le moment où on a eu le diagnostic puis qu'on a utilisé la canne blanche. On voulait pas, blablabla. » Moi, ça a été une délivrance, la canne blanche. Puis j'arrive pas à comprendre. Je comprends que le monde, tu te mette une étiquette parce que là, tu es vraiment handicapé visuel parce que tu as une canne blanche. Oui, c'est vrai. Mais pas avoir de canne blanche, je me serais pété. Moi, j'aurais dû venir au monde avec la canne blanche. Je me serais évité des écorchures de genoux. Parce que c'est là où j'ai regardé, on parlait, quand est-ce que tu as découvert que tu avais peut-être la rétinite pigmentaire? Bien, j'ai regardé dans mes photos d'enfance et sur toutes les photos, j'ai les genoux écorchés. Oh, OK. Fait que là, tu dis, j'ai trébuché sur quelque chose, forcément, si je me suis offert les genoux. Il n'y a pas une photo que j'ai pas les genoux écorchés, pas une. Alors, c'est pas d'hier. Puis pour revenir à ma fille, quand elle a passé... le test avec les lunettes de basse vision. Les lunettes de basse vision. Puis là, l'intervenant, il a dit, OK, maintenant, on va te montrer, on va te donner un cours 101 de canne blanche, de déplacement à la canne blanche. Et après, à la suite de ça, là, elle marchait côte à côte avec moi, puis elle était comme fière de sa mère. Parce que Parce que elle marchait derrière moi. Oui, parce qu'elle était gênée. Puis je comprends aussi, c'est pas simple d'accepter que tu as un parent qui est différent. Puis là, qui affiche pleinement sa différence, on s'entend. Mais là, maintenant, quand ils ont vu, écoute, je cours avec ma canne blanche. Puis, toi... Comparativement à ce que c'était avant, écoute, je cours avec ma canne blanche. Écoute. Puis, est-ce que toi, tu as remarqué, en prenant la canne, que les gens que tu croises dans la rue, tout ça, étaient différents? Écoute, au début, tu vas dans le centre commercial, j'avais rien qui m'indiquait que j'avais une déficience visuelle, forcément, puis quand tu me regardes dans mon visage, ça paraît pas non plus, j'ai pas les yeux croches, j'ai pas... Tu sais, il y en a pour qui, malheureusement, ça paraît, mais moi, il n'y a rien d'évident, ça paraît pas du tout. Donc, et comme j'ai déjà vu, quand quelqu'un me parle, mes yeux se tournent vers le son, c'est ce qu'ils disent que c'est un réflexe de voyant. Alors, quelqu'un qui sait pas que je vois pas, ça paraît pas. Alors, quand j'ai eu une canne blanche... je partais pour dire, avant que j'allais dans le centre commercial, je voyais pas les pouces-pouces.
Tu sais, les poussettes d'enfants. Parce qu'elles sont plus basses. Parce qu'ils sont plus basses. Fait que là, je trébuche sur une poussette d'enfant. Écoute, la madame m'injure de tous les mots que tu peux imaginer. Et puis, je dis, mais là, regarde où tu vas. T'as pas vu? J'avais une poussette. Désolé, non, je l'ai pas vue. Et là, quand j'ai eu une canne blanche, écoute, c'était comme si t'avais la lèpre. Là, tu sais, le chemin s'ouvre devant toi, le monde se pousse. Il t'ouvre les portes, le monde se pousse. Écoute, ça n'a pas de bon sens. Mais c'est merveilleux, la canne blanche. Les gens sont beaucoup d'entrain à vouloir t'aider, tout ça. Bon, bien sûr, il faut toujours rappeler aux gens de dire, avant de me prendre le bras, avertissez-moi, demandez, avez-vous besoin d'aide? Tu sais, parce que des fois, tu as des gens qui t'accrochent le bras puis ils te poussent comme un chariot d'épicerie. Là, ils veulent te conduire comme un chariot d'épicerie. C'est pas toujours simple. Puis dans ce temps-là, on est réticent, on met les freins, si on peut dire, puis on arrête, puis on dit, voyons, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils veulent me pousser? Parler. Mais les gens, ils pensent bien faire. Oui, les gens, c'est ça. C'est pas pour mal faire, c'est certain. Ça. Et une autre chose qu'on peut donner comme suggestion aux gens aussi, c'est de dire, ayez plus de vocabulaire. On s'en va pas par là. On regarde pas par ici. Puis viens par ici. Puis tu sais, c'est juste là. Misère, c'est juste là. La façon la plus simple, c'est facile. Tout le monde connaît ça, une horloge. Donc, midi, c'est devant soi. 3 heures, tu sais, 3 heures, c'est à droite. 9 heures, c'est à gauche. 6 heures, c'est derrière toi. C'est facile. Alors, c'est facile de prendre ça puis de dire, OK, c'est vers 1 heure ou c'est vers midi. Quand tu sais que tu es vers midi, tu es direct devant moi. C'est facile. Ah, c'est un bon truc. C'est un très bon truc. Ouais. Est-ce que tu utilises ça, toi, des fois, Bianca? Absolument. Oui, on l'utilise beaucoup. Mettons, au travail, quand je décris des choses, parce que, tu sais, droite-gauche, c'est 2 côtés, tandis qu'une horloge, c'est 12. On divise, dans le fond, comment je pourrais dire, le champ par 12, fait que c'est beaucoup plus précis. Fait que dire à quelqu'un, ça peut être de décrire la nourriture, dire, OK, dans l'assiette, les patates sont à 6 heures, les légumes sont à midi. Ça peut être quelque chose qui est tombé sur le sol, il est à peu près à 2 mètres à 1 heure, tu sais. Ça permet de décrire vraiment mieux. Fait que c'est un excellent truc qu'on utilise beaucoup. J'ai jamais utilisé ça, Bianca, quand on est ensemble. Mais là, maintenant, il faut faire attention parce que là, maintenant, les horloges sont digitales. Fait que les gens, midi, ça leur dit rien. Ah! C'est un autre défi, ça. Oui, hein? Mais d'autres choses modernes se présentent à nous, aux personnes avec des déficiences visuelles aussi, pour vous aider au quotidien. Alors, France, Bianca, on va faire une courte pause et j'aimerais au retour, France, aborder avec toi le fait que tu me disais quand on a jasé au téléphone ensemble que tu as une blancheur constante, une clarté constante au lieu d'une noirceur. Hein? C'est ça qu'on dit? Absolument. On va se parler de ça. Oui, j'aimerais savoir ça, comprendre davantage. Oui, tout de suite. Vous écoutez Ivoire Clair avec Bianca Lucier-Dalpé et Nathalie Barrette. On est présentement avec Mme France Durette et on parlait de la perte de vision, tout ça. Puis il y a quelque chose que tu nous expliquais, que c'est survenu assez subitement, toi, la perte d'une grande partie de ta vision, France? Oui, ma perte de vision, en fait, quand je suis débarquée de l'avion, scientifiquement parlant, il n'y a rien qui dit que c'est vrai ce que j'annonce, là. Mais dans la vraie vie, du jour au lendemain, je suis débarquée de l'avion. En voyage, c'est ça, c'est un voyage? J'étais en voyage. En voyage, on était dans le sud, il faisait clair tout le temps. C'est bien normal que ce soit très clair. Rendu de retour à Montréal, en soirée, il fait normalement pas clair comme à midi, on s'entend. Et moi, je vois qu'il fait clair. Écoute, là, clair. Bon, il y a peut-être plus de clarté à l'aéroport que normal. J'en fais pas de cas. Quand j'arrive chez moi, j'arrive dans la maison, mais là, il n'y a personne, puis il fait supposément noir dans la maison. Et non, surprise, il fait soleil. Écoute, il manquait juste la chaleur du soleil. Okay. Il faisait aussi clair à minuit qu'à midi. Mais est-ce que le changement, c'était juste la clarté ou c'était qu'avant, tu arrivais à voir certains détails, puis là, il y avait... C'est ça. J'arrivais plus à voir du tout. Là, mon œil, il s'est passé je sais pas quoi. Quand je suis débarquée de l'avion, écoute, c'est devenu tout blanc.
Et là, je ne faisais pas la distinction entre ce que, là, si tu aurais eu la lumière rouge, là, je ne l'aurais pas fait la distinction. Okay. C'était blanc, 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 partout. opaque. Ouais. Opaque partout, 24 heures par jour, les yeux ouverts, les yeux fermés. Puis je peux dire ça parce que comme je voyais les couleurs, je peux faire la distinction entre le noir et le blanc. Quelqu'un qui n'a jamais vu pourra pas faire ça, je pense. Fait que c'est pour ça que je te dis, ben non, c'était pas noir, c'était vraiment blanc. Et en fermant les yeux, ben c'était pas mieux. Okay. C'était aussi blanc. C'était encore blanc. Ça veut dire que tu dormais tout le temps en plein jour. Exact. Hey, c'est pas... Ce fut assez déstabilisant, je dois dire, les premières journées. J'ai appelé mon intervenante à INLB puis dire, INLB, l'Institut Nazareth-Louis-Braille, SOS, il y a un problème, il fait blanc. Écoute, blanc, là, comme de la neige qui reflète au soleil. Blanc, 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 blanc. Là, j'ai dit, je sais pas qu'est-ce qui m'arrive, mais il y a un problème. Je peux pas faire de distinction de rien, tout est blanc. Alors, on a passé les examens, puis finalement, on a dit, écoute, il n'y a rien d'anormal. Ce serait la rétinite pigmentaire qui a fait son chemin. Bon, j'ai été rencontrer un ophtalmo, il me dit, il n'y a pas d'étude qui dit que la pression de l'avion aurait pu faire quelque chose parce qu'il n'y a pas de décollement de rétine, il n'y a pas rien. Donc, non, c'est la rétinite pigmentaire qui a fait son chemin. Alors, je prends pour acquis que, OK, c'est la rétinite qui a fait son chemin puis que c'est un malheureux hasard que la sortie de l'avion que je m'en sois rendu compte. Mais moi, dans ma tête, je reste avec un doute certain parce que tu dis, ça risque que la pression. Exact. On m'a dit, par contre, que la pression oculaire et la pression sanguine n'avaient rien à voir et que la pression atmosphérique non plus. Mais je ne sais pas. Je ne suis pas médecin, donc je peux pas... Pas d'explication, mais j'ai pas d'explication scientifique. Tu sais, Bianca, on a souvent entendu que les personnes avec des déficiences visuelles, souvent, on a l'image, c'est noir. Est-ce que ça arrive souvent, ça? Tu as déjà entendu ça souvent? Moi, je pense que chaque personne... blancheur? Je pense que chaque personne, c'est différent. OK. Blancheur à ce point-là, non, mais les gens décrivent généralement pas que c'est noir. Ça se pourrait qu'il y en ait qui disent que oui, mais souvent, les gens, ce qu'ils me disent, c'est, tu sais, mettons, on voit pas derrière notre tête, mais on voit pas noir derrière notre tête, on voit juste pas. Fait que le fait de pas voir, c'est pas voir noir, c'est comme, il y a pas de vision. On m'a déjà fait cette... tu sais, si on passe à, mettons, avec nos doigts ou nos coudes, on voit pas. Mais c'est pas qu'on voit noir, c'est juste qu'il n'y a pas d'information. Fait qu'il y en a qui le décrivent comme ça. Il y en a qui vont dire c'est gris ou c'est beige. Les gens, il y a différentes couleurs des fois. Puis ça arrive souvent que les gens, ils sont en cécité fonctionnelle dans le sens que la vision ne leur permet pas de lire, d'écrire ou de contourner les obstacles, mais ils vont quand même avoir des petits bouts à quelque part dans leur champ de vision qui va leur permettre de voir un peu de lumière, un peu de contraste. C'est ce qu'on appelle, je pense, la perception lumineuse. C'est ça. Ça peut être une perception de la lumière. Exact. Mais France, par rapport à ça, tu sais, quand on s'était parlé au téléphone, j'ai dit c'est un peu comme les gens qui vivent où il y a le soleil de minuit. Là. Il fait clair tout le temps. Les gens ont de la difficulté à dormir. Toi, tu avais un système là, pour essayer de t'aider à comprendre c'est quand le matin, c'est quand la nuit. Oui, parce que les premiers jours, comme je dis, j'étais pas mal déstabilisée. Mon horloge biologique était un peu sans dessus-dessous. On s'entend parce que tu es habitué de dormir quand il fait noir puis de vivre quand il fait jour. Mais là, il faisait jour 24 heures par jour. Alors, pour remettre l'horloge biologique dans le bon cadrage de temps, j'avais une horloge parlante cette fois-là que j'ai été acheter à la sauvette parce que là, il n'y avait rien qui parlait chez moi, pour mettre un cadran qui parle pour dire, il est minuit, il est 6 heures. Parce que ça m'est arrivé dans les premières semaines. Mon garçon, qui était beaucoup plus âgé maintenant, il est revenu de l'université, puis il dit, « Qu'est-ce que tu fais? » Je m'apprête à passer l'aspirateur. Il dit, non, on ne porte pas l'aspirateur. Maman, il est 2 heures du matin. Tu vas réveiller tout le monde. Alors, dire que je dis, voyons, il est 2 heures du matin, il fait clair dehors. C'est là où j'ai vu que je voyais toujours blanc. Alors, là, c'est ça. On a mis un alarme. Donc, à minuit, coucher, pas coucher. Fatigué, pas fatigué, va te coucher. Puis 6 heures du matin, fatigué, pas fatigué, lève-toi.
pendant une semaine, j'ai fait ça pour remettre le système biologique de la bonne façon. Okay. Et puis, par la suite, ben là, c'est correct, je fonctionne comme monsieur, madame, tout le monde. Est-ce que cette blancheur-là a disparu? Non, cette blancheur-là est toujours là. Okay. Oui, j'ai des cataractes, mais on m'a dit que c'est pas les cataractes qui sont en cause parce que où il y a la rétinite pigmentaire, où il y a les cataractes, il n'y a plus de rétine. Okay. Les cellules de la rétine sont mortes, donc ça fait pas de blancheur, ça fait pas rien. Et puis, c'est comme si ce serait de regarder, on va dire, à travers un papier ciré. Oui, bien oui. Tu sais, papier ciré, c'est comme opaque un peu. Tu vas mettre un papier ciré devant la lumière, tu le vois. Tu vois la lumière, mais tu vois pas clair. C'est pas comme prendre du papier transparent, disons, du plastique transparent. Ouais. Parce que je le demande toujours en début d'émission. Moi, je suis à midi. Non, à 13h pour toi. Donc, tu vois la lumière rouge qui est en face de toi. Comme je dis, il y a une lumière rouge entre nous trois ici. Oui. Mais est-ce que tu es capable de me percevoir? Est-ce que tu vois la couleur d'un chandail vraiment vert? Non. OK, non, je comprends. Pas du tout. Mais on n'appelle pas ça une cécité complète, Bianca. Ben non, tant qu'on voit quelque chose. Je ne sais pas dans ton cas si c'est utile. Est-ce que des fois tu vas dire j'ai un indice visuel de la fenêtre, elle est à tel endroit ou les lumières dans telle place? La plupart du temps, j'en parle pas. Je dis simplement que je suis totalement non-voyante parce que c'est compliqué. Puis là, les gens me posent des questions. Ils comprennent pas trop. Ben oui, c'est ça. Ils comprennent pas trop. Bon, à l'époque, je voyais gros comme un dissous, l'intérieur du dissous parfaitement clair pour lire le journal. Ça, c'est clair. Écoute, j'ai une canne blanche, puis je lis un livre. Ouais. Puis je prends l'autobus, là, puis j'ai le livre sur mes genoux, puis je lis le livre. Oui. Et tu peux voir des points d'interrogation dans les yeux des gens, dire ben ça se peut pas, là, une canne blanche, puis elle a un livre. Voyons, quelle partie qui est fausse là-dedans. Ouais. Fait que j'ai arrêté de lire le livre parce que c'était trop compliqué, puis tu faisais passer des commentaires désobligeants. Alors, j'ai arrêté de lire quand je prenais le transport en commun. Et puis maintenant, ben c'est trop compliqué de dire à quelqu'un, ben oui, j'ai des perceptions lumineuses, puis il faut que ce soit le contraste très élevé. Ça m'arrive de voir, j'ai un téléphone cellulaire. Si je mets le contraste, les couleurs inversées, le contraste au maximum, je pourrais voir l'heure. OK, oui. OK, en me le collant sous le nez, là, je peux voir l'heure. Mais c'est compliqué à expliquer ça à quelqu'un. Mais pour toi, toi, sans l'expliquer, mais pour toi, ce petit peu de vision-là, il doit servir, il doit avoir une utilité. Hein? Oui, il y a une certaine utilité, absolument. Absolument. Pas pour traverser les rues, on s'entend. Ça fait pas une traverse de rue plus facile. Puis quand t'échappes, on va dire une bouteille d'eau par terre, puis qu'elle se met à rouler, comme n'importe quoi qui est rond, c'est pas toujours plus facile non plus. Mais bon, il faut vivre avec. Alors, c'est ça. Ben oui, c'est plus facile pour, par exemple, lire l'heure. C'est ça. Mais maintenant, avec les haut-parleurs intelligents et les applications, tout ça, ça rend la vie beaucoup plus simple. Mais c'est encore là, pas toujours facile, parce qu'il y a des applications, comme des sites Internet, par exemple, où les boutons sont mal libellés. Tu sais, le bouton qui marque « Entrée », la personne qui le voit dit « Enter ». OK, clique avec la souris. Nous autres, on balaye avec la synthèse vocale, puis là, ça dit pas « Entrée », ça dit « Bouton ». Bouton de quoi? Bouton de quoi? Je fais quoi avec ce bouton-là? À part de développer de l'acné, là, je fais quoi avec ça? Bouton. Là, on invoque tous les saints du ciel, puis on en invente des nouveaux parce que tu as fait 1 heure de travail pour rien. Tu arrives au bout du formulaire, puis ça dit bouton. C'est ça. Comment ça s'est passé, là? Parce que, tu sais, quand tu dis, je suis revenue à la maison après le voyage, puis c'était le blanc. Oui. Mais est-ce que tu mets plus l'emphase sur le blanc que sur le fait de ne plus voir. Est-ce que le fait de presque plus voir, ça a demandé beaucoup d'adaptation, j'imagine? Oui, bien là, ça a fait un appel au SRDV, comme on a parlé tantôt, bien sûr. On a dû adapter la cuisinière, adapter tous les électroménagers, réapprendre la mobilité. Tu mets tes choses toujours aux mêmes places maintenant, mais pas le sel avec le sucre, parce que tu pourrais te ramasser avec du sel dans ton café. Comme la chanson des bébés. Oui. Mais tu sais, on va donner un autre exemple. Une boîte de conserve. Une boîte de conserve, il n'y a rien qui ressemble plus à une autre boîte de conserve. Une canne de petits pois avec une canne de soupe, c'est la même formule. Une conserve, c'est une conserve. Je te dis, si tu mets une canne de petits pois dans ta sauce espaghette au lieu de la sauce tomate,
ça ne sera pas le même goût. Mais bon, on réapprend. Il y a des nouveaux outils maintenant, donc on peut apprendre à libeller ces choses. C'est un travail de moine à faire, mais on réapprend. Parce que ça prend de la réorganisation. Heureusement, j'ai eu beaucoup d'aide pour faire ça. Parce qu'une autre affaire qu'on pense parfois, une canette de boisson gazeuse, une canette d'eau Perrier, par exemple, ben ça ne goûte pas tout à fait pareil. Une bouteille de vin blanc versus une bouteille de vin rouge, ben c'est pas tout à fait pareil. Quelqu'un qui voit, ça a l'air simple, mais quelqu'un qui voit pas une bouteille, c'est une bouteille. Ouais. Bon, une bouteille d'alcool à friction, une bouteille d'eau de javel, c'est plein de trucs là, qu'il faut que tu identifies qui peuvent être dangereux pour ta santé aussi. Ouais. Le quotidien est plus épuisé, c'est fatigant, hein? Quand tu as toujours un effort supplémentaire à mettre. Bien, on dit qu'une personne qui est non-voyante, ça prend toujours 5 fois plus de temps pour effectuer la même tâche qu'une personne voyante. Hey là là. Tu sais, coupe un oignon. Ben OK, il y a du monde qui s'empêche de cuisiner. Ben non, fais attention, c'est tout. Ouais. Bon, il y a des techniques, on apprend les techniques. Dieu merci, il y a des techniques. Oui. Écoute, la première fois que j'ai été manger au restaurant, manger un steak au restaurant, là, on était un groupe d'handicapés visuels. Et puis là, j'entends quelqu'un qui demande un steak. Je dis, comment est-ce qu'il va faire pour manger son steak au restaurant? Je dis pas rien. Puis bon, moi, je fais la même chose. Commande un steak. Écoute, tranche un steak quand tu vois pas. Puis là, ben, t'es dans un resto où on surcharge ton assiette de salade, de pommes de terre, de riz, etc., etc. Mais là, il faut pas que ta pièce de viande, elle bouge quand tu tranches ton steak, hein, parce que tu vas te ramasser qu'il va rester juste la tranche de viande dans l'assiette, puis il va y avoir une montagne tout autour de l'assiette. Alors, je demande à mon ami qui est totalement non-voyant de naissance, et je lui dis, comment tu as fait pour trancher ton steak? Puis il dit, j'ai suivi des cours, mais il dit, j'ai surtout demandé au serveur de demander au cuisinier de me trancher le steak avant d'arriver. Oups! J'ai fait, c'est pas bête, j'ai jamais pensé à ça. Puis les serveurs sont super enclins à faire ça, puis les gens sont super sympathiques. Mais après, j'ai eu un cours SRDV pour apprendre à trancher mon steak, à faire sans dégâts et tout ça avec de la plastine, de la pâte à modeler, et puis c'était franchement merveilleux. Alors, c'est un peu moins bon, mais... c'est moins bon au goût, mais c'est une très bonne technique. Je l'ai expérimenté au Resto Noir, manger un filet mignon, justement, qui arrive à moitié, en fait, pas coupé dans ton assiette. Ouais. Ça a été une tâche, une corvée incroyable de ma part. C'était mérité. Chaque bouchée était mérité. Oui, et c'était à chaque bouchée, mérité, mais c'était vraiment un irritant, là. Pour moi, ça a été un irritant d'avoir mon assiette, de rien voir, puis de voir que j'avais une grosse pièce de viande, puis... En tout cas, ça a fini que je l'ai mangé avec mes doigts. Puis, Mais ça, c'est la différence entre le restaurant noir et la réalité des personnes non-voyantes. C'est qu'au restaurant noir, personne ne voit. Ouais. Fait que c'est comme on peut manger avec les mains tout croche. C'est ça que j'ai fait. Tu sais, d'avoir de la nourriture sur soi, c'est drôle. T'as raison. Mais dans la vraie vie, une personne qui est non-voyante, elle est toute seule, puis elle peut pas se dire « Ah, c'est drôle, on se tâche. » Elle va plus vouloir bien faire ça, normalement. Là, on sort avec une bavette, si on peut dire. Surtout quand tu vas dans des places où tu sais que tu vas avoir, mettons, de la sauce tomate ou des choses comme ça. Parce que c'est pas le fun de revenir avec ton chandail plein de taches. Puis en plus, comment tu veux que je sache si mon chandail, il y a des taches dessus? Si j'ai pas senti la tache tomber, là, la tache de sauce, je sais pas que mon chandail est taché. S'il y a pas quelqu'un qui me le dit, je le sais pas. Vous aimez mieux que les... Dans le fond... Fait que tu dis, tout bad, vive la bavette. La bavette va être tachée, je m'en balance, mais au moins, il m'a sauvé mon chandail. Mais manger avec ses doigts, c'est fréquent chez les non-voyants. Oui. Très fréquent chez les non-voyants. Oui. Tu tiens le steak avec tes doigts, puis tu coupes avec ton couteau. Hey, France, écoute, tu m'as fait rire quand on s'est jasé au téléphone. Ah oui? Oui, parce que tu es maintenant en couple. Oui. Et tu l'as rencontré comment? Via pas une application, mais un site Internet, un autre regroupement d'handicapés visuels. Okay. Ici, pendant la pandémie, il y a eu un regroupement qui s'est formé et qui a changé de nom depuis.
À l'époque, ça s'appelait les mousquetaires à la canne blanche, ce qui est devenu Ensemble, on est moins seul avec nos cannes blanches. On a d'ailleurs reçu ici Serge Sagifou à cet effet avec Linda Curley. Oui, effectivement. Et puis, avec ce groupe-là, à tous les jours, on fait encore de l'activité physique. Chacun chez soi, pendant la pandémie, il y en a qui avaient des tapis roulants, il y en a d'autres qui montaient les escaliers, il y en a d'autres qui avaient des vélos stationnaires. À tous les matins à 9 h, on se rencontrait via Messenger, qui est une application sur Internet. Et puis, on se parlait pendant 1 heure. Tu sais, faire du vélo ou faire n'importe quoi, faire de l'activité physique en parlant, ça passe le temps. Et c'est plus facile. Fait que tout le monde était encouragé. Et on a fait plein d'activités comme ça. Et c'est de là qu'on s'est rencontrés. Ça fait maintenant bientôt 5 ans. Mais tu m'as parlé d'un blind date. C'était, quand on s'est rencontrés pour la première fois. Tu m'as dit que c'était un vrai blind date. Un vrai blind date. Double blind date. Dans tous les sens du mot, parce que mon copain maintenant souffre de rétinite pigmentaire, la même chose que moi. Mais à l'inverse de moi, lui, il n'y a pas de vision centrale. Vers le centre. Il y avait de la vision périphérique. Oui. Donc, pour te voir correctement, tu me dis que tu es à 1 heure, donc si je me tourne la tête vers 11 heures, je regarderais vers 11 heures, puis je te verrais, lui verrait ici vers 1 heure. Il utilisait sa vision de côté, la vision excentrique qu'on appelle. Exact, la vision périphérique, exact. Et vous faisiez une bonne équipe. Fait que là, c'est ça. Tu complétais bien. Oui, exactement. Fait que oui, c'était une blind date. C'est toujours une blind date dans le vrai sens du mot, d'ailleurs. OK. Oui. Et je voulais aussi te parler d'engagement parce que je sais que tu t'es engagé. En fait, tu t'impliques beaucoup. Tu continues à t'impliquer dans différents organismes, mais surtout et particulièrement pour le Cercle des handicapés visuels de Ville-Marie. C'est quoi ton mandat dans cet organisme-là? Je suis présidente. Je suis rentrée au Cercle Ville-Marie dans le but en 2013-2014, dans le but d'aider une de mes amies qui était présidente à l'époque, Linda Noël. Et par la suite, le vice-président prenait sa retraite et elle m'a dit « Est-ce que tu viendrais m'aider? » OK, je vais aller là. Alors, je suis allée là, moi, en rentrant sur le conseil d'administration à titre de vice-présidente pour lui aider simplement. Puis je m'étais dit « Quand tu partiras, je partirai. » Et heureusement, aujourd'hui, c'est différent. J'ai succédé à Linda parce que Linda est décédée. J'ai succédé, j'ai eu le poste de présidente et je suis présidente depuis maintenant 2022 au Cercle des handicapés visuels. Peux-tu nous en parler un petit peu? Oui, c'est un organisme qui existe depuis plus de 50 ans. Wow. On est à notre 53e année, je pense. Là, Et puis, c'est un organisme qui compte environ 200 membres, disons. C'est pas 200 membres actifs, on va dire, c'est à peu près une centaine de membres actifs qui se rencontrent dans diverses activités. On a toutes sortes d'activités. Des activités sportives, on n'en fait pas beaucoup parce qu'il y a la SAM qui existe. Mm-hmm. Alors, chez nous, on a de l'aquaforme qu'on fait au Centre Yvon Deschamps. C'est une piscine qui est adaptée. Il n'y a pas d'escalier. C'est une pente qu'on descend comme une piscine plage. Infinie, qui appelle, je pense, comme une plage. Ouais, comme une plage. Ça descend comme une plage tout doucement. Alors on fait de l'aquaforme là 2 fois semaine. On a aussi du baseball poche, il y a des jeux de poker, on fait à l'occasion des jeux de bingo, des jeux de cartes, des tournois de cribs. On fait des activités culturelles. On va au théâtre, souvent des théâtres avec la vidéo description. Oui. Il y en a plus là, récemment. Oui, il y en a plus. La théâtro-description, je devrais dire. C'est de la théâtro-description. Théâtro-description parce que c'est au théâtre, vidéo-description parce que c'est à la télé. J'ai une question. Le théâtro, justement, ça se passe comment? Ça se déroule comment? C'est-à-dire qu'il y a une salle, dans la salle, il n'y a pas juste des personnes avec des déficiences visuelles? Non. Il y a 2 possibilités. Il y a une troupe de théâtre qui s'appelle l'Arboretum, si ma mémoire est bonne. Oui, l'Arboretum, oui. Et l'Arboretum, eux, ils font de la description directe dans la pièce de théâtre.
Tout le monde l'entend. Tout le monde l'entend. Tout le monde l'entend. Mais eux sont spécialisés en déficience visuelle. La moitié des acteurs ont une déficience visuelle. Exact. Puis la moitié sont voyants. Ils ont un spectacle, d'ailleurs, je pense qu'on pourra en reparler, là, en mai-juin. Oui, exactement. Et ils sont super sympathiques, d'ailleurs. Et puis, il y a Michel Tremblay, là, je pense. Il y a un autre volet. Ça s'appelle Connecté, si ma mémoire est bonne. Ce qui arrive, c'est que là, c'est relié avec une application. Tu as des écouteurs dans ton oreille et dans le backstage, disons ça comme ça, en arrière-scène, tu as quelqu'un qui te décrit. Fait que personne d'autre l'entend. Il n'y a pas personne d'autre qui l'entend, à part que ceux qui ont des écouteurs puis qui sont branchés. C'est branché Bluetooth la plupart du temps. Alors, c'est ça. Alors, tu as une dame qui décrit ce qui se passe. Il a décrit le non-verbal. Joe Blow a traversé le cadre de porte. Joe Blow a donné un bisou à la volée à sa blonde. Tout ce qui se passe visuellement, qu'il n'y a pas de scénario ou de parole. Exact. Tout ce qui est non-verbal. Avant le spectacle, ce qu'ils font aussi, il y a une description du décor. Oui, c'est vrai. Et on t'invite, en tant qu'handicapé visuel, avant le spectacle, d'aller toucher au costume, avoir la description de chacun des personnages, chacun des costumes. Et souvent, c'est les acteurs qui sont là sur place. Et aller monter sur le stage et aller voir le décor comme tel. Si, par exemple, il y a un bain, il y a une lumière, il y a une table, il y a une chaise, on te fait faire le tour de la scène, puis on t'explique, il va arriver telle affaire, puis ici, il va se passer. Puis là, vois-tu, quand il ferme la porte, le bruit que t'entends, c'est parce que c'est l'autre qui cogne avec un marteau en arrière, blablabla, parce que la porte, elle fait pas de bruit, etc. On t'explique plein de petits détails, ce qui fait que ça rend le non-verbal beaucoup plus intéressant. Mm-hmm. Mais est-ce que la retransmission, parce que là, tu disais que... C'est instantané. Oui, mais tu sais, quand tu dis, tu as tes écouteurs, puis là, il y a quelqu'un qui te parle de ce qui se passe, mais en même temps, le texte que les comédiens faut écouter les deux, mais il essaie de prendre les trous. Bien, en fait, c'est ça. Elle parle, la personne te décrit entre les dialogues. Mm-hmm. Ça se chevauche pas, ou pas très souvent, du moins. On pourrait, dans un épisode, le faire écouter parce que c'est la même chose à la télévision quand on écoute l'audio-description, que ce soit sur Tout TV ou Netflix. Mm-hmm. C'est vraiment inséré entre les dialogues. Exact. Il entre dans la pièce. Un homme sort un manteau, mais c'est jamais quand les gens parlent. Okay. On écoute les deux en même temps, mais ça n'arrive pas en même temps. Fait qu'il y a juste deux sources audio. Là. Exact. Okay. Puis même, moi, j'ai vu une expérience avec le cirque. Moi aussi, c'était bien. C'était super. C'était la première au Québec. Les dames qui ont fait ça, écoute, ils ont toute mon admiration. On se serait cru à un match de hockey. Tu sais, t'entends un match de hockey à la télé, là. Joe Blow passe la puck, là, non, à la vitesse qu'il débite, le débit vocal, là, tu sais, une double vraie, attrape le trapèze, swing en l'air. C'est pas les bons mots, là, mais on se comprend. Swing la vacaise, pas la boîte à boire. C'est à peu près ça. Écoute, le débit vocal, tu pouvais... Moi qui ne voyais pas du tout, là, c'était carrément blanc à cause des lumières. Donc, je ne voyais pas du tout. Je pouvais facilement m'imaginer la personne qui prenait le trapèze puis qui attrapait les mains de l'autre personne puis que ça se baladait de gauche à droite. Là. Je pouvais tout suivre ça détail par détail. C'était vraiment intéressant. Est-ce que tu sais, je ne voudrais pas me tromper, je crois que c'est les 7 doigts de la main, la troupe de théâtre qui a fait ça? On le recherche. On va le chercher puis on le dira. C'était à la TOU. La TOU, c'est ça. Avant le spectacle, il y avait une dame qui faisait aussi la description de la TOU. Je ne sais pas si tu y étais. Oui, moi non, je suis arrivée seulement pour l'heure du spectacle. Puis là, il écrivait, je ne savais pas, ils nous ont parlé de la mission de la TOU, tout ça. Puis il nous disait que l'escalier, ça provenait des Chopingus. Et puis, il parlait de toutes sortes de trucs parce qu'il récupère des choses pour faire... En tout cas, c'était fort intéressant. Fort intéressant. Tu pouvais t'imaginer toute la façon dont c'était fait, le décor, tout ça. Vraiment, vraiment. Fait que ça, c'est le genre d'activité que fait le Cercle Ville-Marie. Oui, le Cercle Ville-Marie. Hein? Mais vous faites aussi des sorties que vous appelez le tour du monde dans notre assiette. Exact. Ça, c'est chouette. Ça, c'est chouette. Le tour du monde dans notre assiette, c'est qu'on va explorer différents pays, mais par ton assiette. Donc, différents totalement accessible, c'est bien ça. Oui, différents restaurants d'autres nationalités. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous nous donnez des idées, on a été manger dans un restaurant éthiopien. Tu parlais de manger avec tes doigts. Oui, c'est ça, ils mangent beaucoup avec les mains. C'était une expérience fort intéressante. Oui, c'était vraiment bon.
Vraiment, vraiment bon. Je ne veux pas faire de publicité, mais c'était vraiment bon. On va y retourner, c'est certain. Oui. C'était vraiment spécial. On a été aussi au Mexique. On a été dans un restaurant mexicain. Et l'an dernier, nous sommes allés aux îles en ville, les îles de Madeleine. Il y a un restaurant des îles de Madeleine qui cuisine, qui propose seulement des produits des îles de Madeleine. Alors, c'était fort intéressant aussi. On a Mathieu qui est à la mise en onde, qui perd pas de temps. Mathieu, qu'est-ce que tu as trouvé par rapport au cirque? C'était le spectacle Kintsugi qui était présenté à la TEU et c'était un spectacle par machine de cirque. Merci. C'est ça qu'on a vu, entre guillemets, qu'on a vu en audio décrit. Ouais. En circo-description. Circo-description est bonne. France, ça achève. Oui. Avec du recul, qu'est-ce qui a été le plus difficile? L'adaptation de perdre la vue complètement dans la cinquantaine ou dans la vingtaine? Dans toi, ton parcours, là, qu'est-ce qui a été le plus difficile? Bien, le plus difficile, dans le fond, je te dirais, accrocher ses clés, c'est une chose. Les clés de voiture, on parle? Les clés de voiture, bien sûr, parce que là, tu deviens dépendant. C'est là où tu deviens dépendant, puis tu dois développer ta patience et ta patience. Comme je faisais une farce tantôt en disant, on ne peut pas acheter ça au magasin. Hein. Des fois, je suis en rupture de stock. Des fois, ça arrive. Mais le pire, peut-être, c'est d'avoir perdu mon conjoint. Oui. De ne pas avoir... Tu sais, que la personne en qui tu dis, j'espère que c'est la personne que j'aime, c'est le pire. C'est pas le pire parce que maintenant, j'ai un nouveau conjoint, puis la vie est belle aujourd'hui, ça va bien, mais je pense que ça a été un très gros choc. Puis si on avait à retenir une chose qui serait, si vous rencontriez aujourd'hui quelqu'un qui est en train de vivre la même chose, il nous reste 20 secondes. Perdre la vision, c'est pas fatidique, on n'a pas perdu la raison, on est capable de faire n'importe quoi, il faut pas s'arrêter parce qu'on a perdu la vision. France Durette, merci, c'est beau. Merci à vous d'avoir impressionné. Ça a passé trop vite. Merci beaucoup. Vite. À la prochaine. À la prochaine.